Salut à tous. Dans cet épisode hors série, nous allons attaquer un gros dossier qui est celui de la coudée royale égyptienne, ainsi que des supposés rapports avec le maître et les nombres irrationnels. Nous allons donc voir s'il s'agit de hasard ou pas, et par là même, on va aussi s'intéresser à la grande pyramide et à l'étalon de mesure qui a servi lors de sa construction. Pour ce faire, j'ai utilisé des études issues de l'égyptologie, ainsi que des articles en métrologie historique. Alexis Sédou va de nouveau participer, et il y aura comme d'habitude la plupart des sources dont j'ai eu besoin en description. Mais avant de commencer, je sais que le sujet est très controversé et peut agacer certaines personnes. Alors je vous demanderai un peu d'indulgence dans la partie commentaires, car je ne fais que mettre en image des informations sur le sujet. Bon allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. La coudée royale égyptienne est le nom que nous lui avons donné, mais en ancien égyptien on prononce mé. C'est un instrument de mesure utilisé par les prêtres architectes dans l'élaboration des temples et autres pyramides, mais elle sert aussi pour mesurer la hauteur d'une crue du Nil. À ce sujet, le fleuve était au centre de la civilisation égyptienne. En effet, la crue annuelle était essentielle pour l'irrigation des terres. Pour mesurer la montée des eaux, les Égyptiens construisent des nilomètres. La mesure utilisée pour chiffrer la hauteur de l'eau serait la coudée royale. L'eau entrait par en bas et montait au fur et à mesure de l'inondation. Comme on peut le voir sur le nilomètre d'Éléphantine, tous ces traits servaient à mesurer la hauteur de la crue. Quand l'eau monte à mi-hauteur du nilomètre, les Égyptiens savaient que la récolte serait bonne. Bon, revenons à ce qui nous intéresse. Les coudées dites votives ou cérémonielles, pour la plupart fragmentaires et incomplètes, sont une documentation technique exceptionnelle et riche au regard de leurs dimensions. S'il est désormais assuré qu'elles sont pour la plupart de nature religieuse, les informations relatives à des mesures de temps et d'espace qu'elles rassemblent révèlent clairement un double emploi. Les plus anciens exemplaires de coudées votives retrouvés en Égypte remontent au Nouvel Empire. Outre leur symbolisme, celles-ci se distinguent des coudées utilitaires par une quantité de textes et d'informations qui peuvent paraître superflus sur un instrument de mesure, mais aussi par leurs matériaux coûteux, pierre ou métal, le bois étant plus rarement utilisé. Mais au fait, depuis quand les anciens Égyptiens utilisaient-ils la coudée ? Eh bien, il semblerait que cela remonte à la première dynastie avec Neithotep, en rapport peut-être avec les dimensions de sa chambre funéraire de 14 coudées sur 12. La valeur estimée serait alors comprise entre 52,4 et 52,6 cm. Même si en métrologie, on ne se base pas sur le bâti pour établir un étalon. Mais cela reste tout de même un faisceau d'indices intéressant. Mais il est aussi possible que cela soit encore plus ancien. En effet, à partir du moment où le besoin de déterminer une longueur de façon égale était nécessaire comme pour l'élaboration des mastabas et sarcophages, mais aussi pour le partage des zones de culture. On a d'ailleurs la sedja, ou arour en grec, qui est une mesure de superficie, dont l'unité équivaut à un carré de 100 coudées royales de côté. Un autre exemple d'une utilisation de la coudée beaucoup plus probant apparaît sur un ostracone en calcaire datant de la 3e dynastie, retrouvé à la nécropole de Saqqara, proche de la pyramide de Djoser. Les nombres écrits sur l'objet indiquent que ce croquis a probablement servi de guide à la construction d'une voûte. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais les inscriptions signifient en partant du haut, une coudée avec 3 barres représente donc 3 coudées. En dessous, une palme avec 3 barres représente donc 3 palmes. Et enfin 2 doigts, ce qui nous donne 3 coudées, 3 palmes et 2 doigts, et ainsi de suite. On obtient donc une courbe par abscisse ordonnée en 2700 avant notre ère. On voit donc bien ici l'utilisation de la coudée et de ses subdivisions comme instrument de mesure. Bref, la coudée royale égyptienne, appelée parfois à tort grande coudée, a une valeur comprise entre 52 et 53 cm. Elle est divisée en 7 palmes, ou pommes, de 4 doigts chacune, soit 28 doigts en tout. Donc par déduction, la palme vaudrait 28 septièmes. Elle est à distinguer de la petite coudée, ou coudée dite naturelle, qui mesure seulement 45 cm environ, et divisée en 6 palmes ou 24 doigts. En effet, il faut savoir que la longueur de la coudée dépend de son époque. Il existe 2 systèmes de mesure avant et après la réforme métrologique de la 26e dynastie, aux alentours de 600 avant Jésus. Car avant cette date, la coudée vaut 7 palmes ou 28 doigts, alors qu'après, elle passe à 6 palmes ou 24 doigts. On parle alors de la coudée royale réformée. Mais toujours est-il que la longueur effective de cette dernière ne change pas significativement entre ces 2 périodes. L'Égypte n'a donc pas connu une, mais plusieurs valeurs de la coudée, en fonction du lieu, de l'époque et même de l'architecte,
ou bien encore du bâtiment construit. Les chercheurs ont retrouvé en fouille dans les dépôts de fondation ainsi que dans des tombes de nombreuses coudées en plus ou moins bon état. Certaines sont exposées dans des musées. En voici quelques exemples. On a l'une des plus connues qui est la coudée de Maya, qui était ministre des Finances du roi Toutankhamon de la XVIIIe dynastie, de 1336 à 1327 avant Jésus. Elle est exposée au musée du Louvre sous le numéro 1538. Cette coudée en bois, d'une longueur comprise entre 52,1 et 52,3 cm, est divisée en 28 doigts de 1,86 cm environ. Ensuite, on a la coudée d'Amenémopé, de la XVIIIe dynastie. Elle est quant à elle exposée au musée de Turin, sous le numéro 6347. Elle est en bois et sa longueur est donnée par les savants italiens Plana et Bidone à 52,35 cm. La coudée royale donnée à Akka par le pharaon Amenhotep II, Nouvel Empire 18e dynastie, de 1425 à 1353 avant Jésus, est exposée au musée de Turin sous le numéro 8647. Cette coudée en bois est recouverte d'une fine feuille dorée et elle mesure 52,4 cm. La coudée sous le numéro 8391 est la deuxième coudée de K. Elle est pliante et exposée au musée de Turin également. On a aussi la coudée de Naki. Elle est exposée au Liverpool Museum et porte le numéro 13825. Elle date de la 18e dynastie, elle est en bois et mesure entre 52,3 et 52,59 cm, car l'une de ses arêtes est plus longue que les autres, un peu comme la coudée de Maya d'ailleurs. La coudée votive fragmentaire d'Ozorkon II, 22e dynastie, est exposée au musée du Caire sous le numéro JE 36756. Elle est en schiste et a une longueur comprise entre 18,5 et 19 cm environ. La coudée royale de Sénéfer est exposée au musée du Caire sous le numéro JE 54860. Elle est en bois et a une longueur comprise entre 52,7 et 52,9 cm. Selon l'étude de Bernard Bruyère, 4 réglettes d'un bois jaune clair analogue au pin, mesurant chacune 53,8 cm de longueur, se trouvaient également dans le cercueil de Sénéfer. Placées bout à bout, elles donnent une longueur totale de 2,152 mètres. Juxtaposées suivant leur face plane, elles forment un faisceau de sections transversales parfaitement elliptiques. La plus large de leur face plane est seule ornée d'une colonne verticale d'inscription à l'encre noire. Le sens du texte étant justement l'inverse de celui de la coudée. Cela semble indiquer que ces 4 pièces de bois sont faites pour occuper une position verticale et ne peuvent être considérées comme des coudées. On a aussi la coudée royale de Méripta, scribe de la 18e dynastie, vers 1330 à 1250 avant Jésus. Elle est en schiste et a une longueur de 52,5 cm. Et pour finir, on a la coudée royale de Toutankhamon, qui date de la 18e dynastie. Elle est en bois et mesurerait 52,24 cm, car la 7e palme est cassée, et elle est exposée au musée Petrie à Londres. Si les Égyptiens se servent de la coudée, les Mésopotamiens ont une mesure similaire, représentée par la coudée de Nippur. Cette dernière a été retrouvée sur le site archéologique de la ville sumérienne du même nom. Elle date du 3e millénaire avant notre ère et est considérée aujourd'hui comme le spécimen de coudée le plus ancien retrouvé. Elle est en cuivre et sa longueur d'un bout à l'autre est d'environ 110,35 cm. Mais les marques présentes sur cette dernière peuvent nous donner plusieurs mesures, dont une qui a été définie en 2003 à plus ou moins 51,86 cm. Et elle est aujourd'hui exposée au musée archéologique d'Istanbul. Je vous rappelle tout de même que l'interprétation de ces coudées sans un mode d'emploi précis est assez complexe. Alors, qu'y a-t-il d'inscrit sur ces coudées ? Eh bien, elles sont minutieusement exécutées, ont la forme d'un parallélépipède droit, élancé et chanfreiné. Elles affichent au total 7 faces, avec des inscriptions gravées qui peuvent se répartir en plusieurs catégories. On a d'abord de gauche à droite le doigt, qui mesure 1,86 cm environ, puis le palme qui vaut 4 doigts, ou plus ou moins 7,5 cm, car les valeurs de ces 7 palmes ne sont pas identiques entre elles, comme par exemple sur la coudée de Maya. Ensuite, on a la main, 5 doigts, le poing, 6 doigts, le double palme, 8 doigts, la petite griffe, 12 doigts, suivie de la grande griffe, 14 doigts. Mais les égyptologues, comme Lepsus, ont tenté de traduire ces signes par grand et petit empan, qui serait la distance entre le pouce et le petit doigt. On trouve également, sur les règles talons, la coudée sacrée valant 4 palmes, ou 16 doigts.
la coudée rémène de 5 palmes ou 20 doigts. Ensuite, on a la petite coudée, ou coudée dite naturelle, de 6 palmes ou 24 doigts. Sa longueur d'environ 45 cm est plus proche de la longueur anatomique, soit la longueur du bras prise du coude jusqu'au majeur. Et pour finir, on a la coudée royale de 7 palmes ou 28 doigts, pour une longueur comprise entre 52 et 53 cm. La petite coudée semble être réservée à un usage domestique, alors que la coudée royale serait destinée à l'architecture et à la mesure des terres. Enfin, en partant de la droite, on a 15 doigts, qui portent des graduations finement entaillées de couleur blanche, accompagnées de leur unité en hiéroglyphe. Ces 15 doigts sont tous sectionnés successivement en 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16 parties égales. Les sous-multiples figurant dans ces 15 doigts sont donc tous accompagnés de leurs mesures exprimées en hiéroglyphes, mais en langage moderne, par des fractions. Un demi, un tiers, un quart, un cinquième, jusqu'à un 16e de doigt. Toutes ces divisions apparaissent sur les règles étalons, ce qui prouve que leur usage est concomitant à celui de la coudée royale. La graduation et les mesures associées sont les informations reproduites avec le plus de constance sur toutes les coudées retrouvées et étudiées par les chercheurs. On peut noter que la sedja avait été adoptée sur tout le territoire égyptien, mais avec une valeur fluctuant légèrement d'un homme à l'autre. Cette valeur corrective était indiquée pour les 22 noms de Haute-Égypte et 17 noms de Basse-Égypte, en face A ou B principalement, le reste figurant en face E. Chaque nom étant ou non accompagné de son dieu de tutelle. Dans les exemplaires connus les plus anciens, ce sont les dieux qui sont figurés seuls. Les coudées d'époque tardive contiennent toutes sur leur face D de grandes tables consignant des mesures en lien avec les heures du jour. Les Égyptiens divisaient le jour et la nuit en parts égales de 12 heures, et ce, quel que soit le moment de l'année. Des instruments tels que la clepsydre et le gnomon étaient employés pour mesurer l'écoulement du temps. 2 tables y font référence. La première donne une indication de volume pour tous les mois de l'année, chacune étant précédée de la mention « heure de l'eau qui est dans le vase ». La seconde spécifie des mesures de longueur pour les 3 décades de chaque mois de l'année. Son titre, « Obscurité ou l'ombre qui est dans l'heure du jour », semble faire allusion à une horloge à ombre gnomon ou cadran solaire. Les mesures topographiques sont données en iteru, valant 20 000 coudées royales, estimées donc à 10,46 km. Ces mesures se réduisent aux dimensions jugées essentielles de l'Égypte. La question d'une autre succession de mesures, précédée de la mention d'un iteru, appelle encore à être résolue. Les faces D, E et latérales peuvent être couvertes de protocoles royaux, de dédicaces faites à un roi ou par un roi à un particulier, mais surtout aux époques tardives de formules témoignant de leur usage culturel et de leur contexte religieux. Cet aspect symbolique ne doit pas occulter l'origine et la signification des informations que l'on trouve consacrées sur ces petits instruments. La plupart sont de nature technique, et tout en rapport avec des mesures tant spatiales que temporelles. Tout concorde pour faire de cet instrument l'outil primordial, voire même l'emblème des artisans et des techniciens impliqués dans tous travaux d'architecture. On sait donc l'importance contextuelle des données enregistrées sur ces objets. Nul doute qu'elles font partie intégrante de la règle graduée et de son système de mesure. À la suite des découvertes et études de ces étalons, la plupart des égyptologues estiment que la coudée, en rapport avec le hiéroglyphe en forme de bras, représente la distance entre le bout du majeur et la pointe du coude. Vous conviendrez qu'il est très difficile d'établir un rapport significatif avec le corps humain pour une coudée de 7 palmes d'un peu plus de 52 cm. La graduation et les mesures associées adoptent le système digital, qui consiste à diviser la coudée royale en 28 doigts et en multiples et sous-multiples de doigts. Mais on peut se demander que viennent faire une petite et une grande griffe sur une règle développée selon un modèle humain. Et c'est ainsi que les chercheurs ont transformé ces appellations en petit et grand tampons, pour que cela corresponde bien à un système anthropométrique. Il faut tout de même garder à l'esprit que la coudée n'a pas pour but de respecter absolument les vraies valeurs ou proportions anatomiques. Il fallait juste que ce système soit pratique et facilement reproductible. Les égyptologues émettent diverses propositions concernant l'origine de ces coudées et l'existence de la 7e palme de la coudée royale, moins pratique en termes de fractions, mais aucune d'entre elles ne recueille l'unanimité. Néanmoins, John Legon émet l'hypothèse qu'aurait perduré une division de la grande coudée en 6 parties et que sa division en 7 parties aurait une signification religieuse. Il juge comme possible que la petite coudée
soit en fait de longueur variable, et pourrait être égal au 5/6 d'une coudée royale. Concernant les canons de proportion égyptiens, l'un des exemples les plus anciens à ma connaissance remonte à l'Ancien Empire. Il s'agit de bas-reliefs datant de la 5e dynastie dans le mastaba de Perneb à Saqqara. Sur cette représentation, on distingue plusieurs lignes tracées en rouge. Il y a une ligne verticale au centre, et 6 lignes ou guides horizontales, servant sans doute de structure permettant à l'artisan de composer son œuvre dans l'espace de travail. On constate aussi que 3 de ces lignes ont un écart identique, comparable à un espace de la taille d'une coudée. John Legon avait d'ailleurs proposé et développé l'idée selon laquelle le canon esthétique égyptien serait fondé sur la coudée royale, qui correspondrait alors au tiers de la hauteur d'un homme des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Les égyptologues ont alors très rapidement qualifié ces traits de grilles de proportion. Bien sûr, ces dernières évoluent tout au long de l'histoire égyptienne. On peut noter qu'avec l'application d'un canon précis, il existe 2 sortes de grilles, selon le maître d'œuvre ou bien encore de l'époque. Ces grilles comportent un nombre fixe de carrés en hauteur, mais il peut varier selon la position du personnage représenté. Et c'est au Moyen Empire que la grille de proportion fait vraiment son apparition, la figure s'inscrivant alors dans une grille de 18 carrés de haut, qu'on appelle aussi mètre au carreau. Carl Richard Lepsius maintient dans son ouvrage qu'il consacre aux mesures que ces modules, doigts, palmes, coudées ou grilles de proportion, n'ont pas de corrélation avec la réalité et ne représentent que des mesures relatives et non absolues. En d'autres termes, ces modules ne sont donc qu'un système de construction sans rapport réel avec les dimensions du corps humain. Pour compléter ce qui vient d'être dit, Alexis Sédou va nous parler des mesures égyptiennes. Alexis, si tu veux bien, c'est à toi. On va essayer de comprendre la métrologie ou les mesures du monde égyptien lui-même. Ce système de mesure égyptien, il est assez bien connu car on possède des textes et des étalons qui nous permettent de l'appréhender. Les Égyptiens se servent de mesures qui sont, pour les tailles, fondées sur l'anthropométrie. Elles sont d'ailleurs désignées pour les plus petites comme des parties du corps, le doigt, la palme, la main, la coudée. Et elles sont d'ailleurs représentées en hiéroglyphes par ces mêmes parties du corps. Ces mesures sont d'abord connues par les textes, qui nous en montrent l'usage, que ce soit les textes mathématiques, comme le papyrus de Rhind ou celui de Moscou, ou des textes politiques, comme les décrets des souverains, qui montrent les impôts qui sont imposés à tel endroit, ou encore les textes économiques, comme des inventaires des domaines et des temples. Elles sont également connues par des objets de mesure qui ont été découverts en fouille. Certaines ont été découvertes dans des tombes, comme les coudées de Maya ou de Ka, et sont sans doute des coudées votives que le défunt emmène dans l'au-delà pour montrer sa fonction sur Terre. D'autres ont été découvertes sur le terrain, comme la coudée de Licht. Les coudées votives ne sont pas des objets d'usage, ce sont des objets qui servent à accompagner le défunt dans l'au-delà. Donc, ce ne sont pas des objets dont on se sert sur le terrain, ils n'ont pas d'usure de terrain, ce sont des objets de prestige qui ont été spécialement confectionnés pour rester dans la tombe. Et c'est pour ça qu'en général, ils sont très bien décorés, très soignés, très précis, avec des inscriptions particulières qui correspondent vraiment à une demande élitaire particulière. Toutes ces découvertes nous permettent de bien connaître le système de mesure usuel des Égyptiens, donc qui comprend notamment le doigt, la palme, qui sont 4 doigts, la main, soit 5 doigts, la coudée, soit 28 doigts ou 7 palmes, la corde, soit 100 coudées, et l'itérou, soit 200 cordes. Ce sont les mesures usuelles employées. On connaît un second système de mesure qui est employé essentiellement pour les dessins et qui comprend des mesures qui sont également fondées sur le corps humain, le pouce, le poing, la coudée sacrée, la canne ou la brasse. On connaît les équivalences de ces mesures en mètres, évidemment, dans notre système métrique à nous. On sait par exemple qu'un doigt mesure à peu près 1,875 cm, mais évidemment, ce n'est qu'une correspondance, et ça ne veut absolument pas dire que les Égyptiens connaissaient le mètre. Certains s'amusent à faire de la numérologie avec les pyramides, et trouvent des rapports avec pi, phi, le yard ou bien encore le mètre. Et ce n'est pas nouveau. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que le mètre, du grec métron, qui veut dire mesure, est une invention française. L'unité métrique est universelle, à part pour les pays anglo-saxons qui, eux, ont toujours gardé leur système impérial, fondé sur les pouces, les pieds ou les yards. Dans l'Antiquité, il n'y a pas qu'un, mais effectivement plusieurs systèmes de mesure avant le mètre. On avait d'ailleurs pour chaque région de France un système différent.
Par exemple, en Bretagne, on mesurait en perche, alors qu'à Marseille, en palme, à Paris en pied, et ailleurs en toise, en brasse, en coudée ou bien encore en empan. On se servait même de systèmes différents selon les choses à mesurer. Dans le nord, si la perche sert pour l'immobilier, on se sert de l'aune pour mesurer les tissus. Le mètre naît après la Révolution française. En effet, c'est en 1790 que l'Assemblée décide de créer une unité de mesure unique et commune pour toute la France, car c'est effectivement pratique essentiellement pour le commerce. Cette création est une demande présente dans les cahiers de doléances rédigés dans l'ensemble du royaume. Des savants célèbres de l'époque, tels que Borda, Condorcet ou Lavoisier, ont décidé arbitrairement de baser leurs calculs à partir du méridien, mais pas sur un méridien entier, mais plutôt sur un quart de méridien, pour notamment faciliter les calculs. Alors, pourquoi ont-ils fait ce choix ? Eh bien en fait, un quart de méridien est égal à un angle de 90 degrés, et 4 fois 90 degrés égale 360 degrés. Cet angle de 90 degrés, c'est l'arc de cercle qui va du pôle à l'équateur, et à partir du moment où on a cette longueur, toutes les autres sont censées être équivalentes. En fait, cette notion était déjà utilisée dans les sciences et en astronomie, la référence étant la latitude 0 à l'équateur. C'était donc logique de le définir comme la longueur égale à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. La définition retenue sera donc d'un quart de méridien divisé par 10 millions. Cette division découle naturellement de l'adoption d'un système décimal à l'échelle de la circonférence terrestre. Cela revient donc à la diviser par 40 millions. La Terre étant censée conserver les mêmes dimensions au fil du temps, de quoi assurer en théorie une mesure fiable et reproductible. Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre-François Méchain se sont chargés de la mesure précise de l'arc de méridien, en partant de Dunkerque jusqu'à Barcelone. En gros, pour les mesures des longueurs, ils ont utilisé les règles de Borda. Et pour mesurer les angles, nos deux astronomes ont utilisé le cercle répétiteur. La triangulation s'opère alors de juin 1792 à fin 1798, avec 115 triangles. Un mètre provisoire est proposé en janvier 1793 par Borda, Lagrange, Condorcet et Laplace, et adopté par décret le 1er août 1793 par la Convention. Depuis cette date, il gardera toujours cet ordre de grandeur dans ses multiples définitions. Un mètre étalon en platine fut alors fabriqué pour servir de référence pour un système de mesure universel. Finalement, Delambre et Méchain auront un résultat de 551 584,7 toises, c'est-à-dire environ 1075 km. Ils font ensuite le calcul et ils trouveront un total de 5 130 740 toises, c'est-à-dire environ 9 999 km. Et aujourd'hui, avec nos satellites, on trouve effectivement environ 10 000 km. On sait donc parfaitement comment on a calculé un mètre. Et cela n'a absolument rien à voir avec la volonté de retomber sur une ancienne unité cachée ou magique. Enfin, on notera tout de même que Méchain s'est légèrement trompé dans ses calculs, et savait l'erreur irréparable. Et c'est donc ainsi que le mètre se retrouve plus court de seulement 0,2 mm, mais cela n'invalide en rien le système métrique. Par ailleurs, on trouve mention du mètre avant cette date, car il était déjà utilisé dans la langue française depuis plus d'un siècle dans des mots composés comme thermomètre en 1624 ou baromètre en 1666. Une autre apparition du mètre date de 1650 comme étant la longueur d'un pendule battant la seconde, idée d'une mesure universelle, c'est-à-dire d'un metro cattolico, selon l'italien Tito Livio Burattini, d'où viendra le mot mètre. En 1666, l'anglais John Wilkins reprend l'idée de Burattini et propose l'adoption d'une mesure d'unité décimale, basée aussi sur le principe d'un pendule battant la seconde. Pour finir, le mètre est de nos jours calculé comme la longueur du trajet parcouru par la lumière dans le vide, pendant une durée d'un peu moins de 300 millionièmes de seconde, soit 299 792 458. Voilà pour le mètre. Mais je peux éventuellement vous conseiller une série de vidéos consacrées à ce sujet, et très bien réalisées, sur la chaîne YouTube En avant les histoires. On peut aussi parler de l'histoire d'Ératosthène, astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec du IIIe siècle avant notre ère. Il est célèbre pour être le premier dont la méthode de mesure de la circonférence de la Terre soit connue, méthode décrite notamment par Cléomètre dans sa théorie circulaire des corps célestes. Ératosthène avait entendu qu'à Sienne, actuelle à Souan, le 21 juin à midi, on pouvait voir l'image du Soleil se refléter au fond d'un puits. Cela signifiait évidemment que le Soleil était alors exactement à la verticale du puits.
Il décida alors de mesurer la longueur de l'ombre d'un gnomon le 21 juin à midi à Alexandrie. Par un calcul de géométrie simple, il montre alors que le Soleil fait un angle de 7,2 degrés avec la verticale. Mesure très proche de la réalité, parce que la vraie mesure est d'environ 7 degrés 8 minutes. Les bématistes, ou arpenteurs de cette époque, ont trouvé que la distance entre Sienne et Alexandrie était de 5000 stades, de 157,5 mètres, donc environ 787,5 km. Pour mesurer cette distance, ils se sont servis du pas de chameau, car cet animal est réputé pour avoir un pas très régulier. Mais si on regarde sur Google Earth, même en ligne droite, on est loin du compte. Car pour tomber sur la valeur de 787,5 km, il faut se décaler d'Assouan d'environ 250 km vers l'ouest. Bref, ensuite, on prend ces 787,5 km que l'on multiplie par 360 degrés, et on divise par 7,2 degrés, qui représente 1/50 de 360 degrés. Ératosthène trouve alors la longueur de la circonférence de la Terre, soit 39 375 km, ce qui est très proche de la réalité, qui est de 40 075 km. Ératosthène avait sans doute conscience d'avoir trouvé une approximation de la circonférence de la Terre, sans peut-être en maîtriser la précision. On peut tout de même ajouter que certains points de cette histoire peuvent être néanmoins discutables. Appelé parfois constante d'Archimède, pi est un nombre représenté par la lettre grecque du même nom en minuscule. C'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre, dans un plan euclidien. On peut également le définir comme le rapport de l'aire d'un disque au carré de son rayon. Pi est un nombre qui a fasciné beaucoup de savants depuis l'Antiquité. S'il remporte un tel succès, c'est d'abord parce qu'il recèle des propriétés passionnantes, mais surtout par sa nature qui en fait un nombre d'exception. C'est un nombre irrationnel ou transcendant. Il s'écrit avec un nombre infini de décimales sans suite logique. Sa valeur approchée par défaut est de 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, etc. Dans la pratique, on utilise 3,14 ou racine de 10 pour la valeur approchée de pi. L'une des plus anciennes approximations de pi se trouve sur le célèbre papyrus Rhind. Son nom vient de l'Écossais Alexander Henry Rhind qui l'acheta en 1858 à Luxor, mais il aurait été découvert sur le site de la ville de Thèbes. Ce dernier date de la deuxième période intermédiaire et a été écrit par le scribe Hamès. Il explique comment les anciens Égyptiens réussirent ainsi à calculer l'aire du disque qu'ils approchaient en calculant l'aire d'un carré, dont le côté vaut 8/9 du diamètre du disque. De cette manière, ils obtenaient une approximation de pi égale à 3,1605. C'est ce qu'on appelle en langage moderne la quadrature du cercle. Ils pouvaient donc calculer le volume de pyramide, de grenier cylindrique et l'aire d'une sphère. D'après l'égyptologue David Ian Lightbody, pour le rapport approximatif de pi de la circonférence au diamètre, les Égyptiens prenaient le carré de 8 comme égal au cercle de diamètre 9, comme vu juste avant sur le papyrus Rhind. Cela donne le rapport 64-81, égale 0,79012346, que l'on multiplie par 4 et on obtient 3,16049383. Le 64-81 avait l'avantage qu'étant des nombres carrés, les diamètres réduits en nombres entiers, 8 et 9 pour le carré et le cercle, et l'erreur de 1 sur 170 ne valait pas la peine d'être remarquée dans la mesure réelle. Par ailleurs, les anciens Égyptiens ne se préoccupaient pas d'une théorie, mais ne cherchaient que des formules de travail simples, et il semblerait que le rapport de 22/7, qui donne comme résultat 3,1428, soit une approximation de pi plus exacte. On a aussi un autre exemple comme le papyrus de Moscou, qui daterait probablement de la 11e dynastie vers 1850 avant notre ère. Ce dernier nous explique entre autres comment calculer le volume d'une pyramide tronquée et la surface d'une demi-sphère, montrant ainsi que les prêtres architectes avaient de bonnes connaissances en géométrie. Certains chercheurs émettent l'hypothèse et envisagent que les anciens bâtisseurs utilisaient le nombre pi sans le savoir, car même s'ils ne connaissaient pas la roue, ils auraient pu se servir d'un tambour de diamètre une coudée, et en faisant une marque au sol et sur le tambour, en développant à chaque tour complet, on obtient 3,1416 fois la coudée royale. C'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Il est quand même essentiel de rappeler que pi n'a pas de réalité pour les prêtres architectes. Ils n'en avaient pas connaissance ou conscience. D'ailleurs, ils dessinaient tout, et n'utilisaient ni ne connaissaient la virgule flottante. En revanche, ils connaissaient les fractions, et comme on a pu le voir juste avant,
Elles sont représentées sur la coudée. Les rares documents comme les papyrus mathématiques découverts à ce jour ne donnent qu'une vague idée de l'étendue des connaissances que possédaient les anciens Égyptiens. On va maintenant parler du nombre d'or, qui est à nouveau un nombre irrationnel. L'histoire de cette proportion commence à une période de l'Antiquité qui n'est pas connue avec certitude. La première mention connue apparaît dans les éléments d'Euclide. On a aussi Leonardo Fibonacci, qui est un mathématicien italien du XIIe siècle, connu notamment pour la suite de Fibonacci, qui porte d'ailleurs son nom. En mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Cette suite est liée au nombre d'or, phi en grec. Il intervient dans l'expression du terme général de la suite. Les quotients des deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci sont les meilleures approximations du nombre d'or, soit 1,618. Le nombre d'or s'observe aussi dans la nature, par exemple chez les capitules du tournesol, ou dans quelques œuvres et architectures des monuments. Il intervient aussi dans la construction de pentagones réguliers. Cette vision se développe et s'enrichit d'une dimension esthétique, principalement au cours des 19e et 20e siècles, où naissent les termes de section dorée et de nombre d'or. Il est érigé en théorie esthétique et justifié par des arguments d'ordre mystique, comme une clé importante particulièrement pour les critères de beauté et surtout d'harmonie. Sa présence est alors revendiquée dans les sciences de la nature et de la vie, proportion du corps humain, ou dans les arts comme la peinture, l'architecture et la musique. De nos jours, et à travers l'archéologie ou les sciences, les théories de cette nature sont non fondées, car elles se basent sur des généralisations abusives et des hypothèses inexactes. Ce fameux nombre d'or est en fait un nombre particulier, qui exprime le rapport qui existe entre A plus B sur A, et qui est égal au rapport de A sur B. Donc c'est un nombre particulier qui vaut 1 plus racine de 5 divisé par 2, ce qui donne à peu près en nombre décimal 1,618. Et encore une fois, les anciens Égyptiens travaillaient avec des nombres rationnels. Il faut aussi rappeler que le début des mathématiques et de la géométrie en Égypte antique était fondé sur un système décimal à base 10. Chaque puissance de 10 était représentée par un hiéroglyphe particulier. En revanche, le zéro était inconnu. Les Égyptiens connaissaient les 4 opérations principales, pratiquaient le calcul fractionnaire, étaient même capables de résoudre des équations du premier degré par la méthode de la fausse position. Pour Rainer Stadelmann, il est très peu probable, calcul à l'appui, que les Égyptiens aient connu le chiffre pi. Le nombre d'or est également une unité relative dans les pyramides et dans les temples. Il n'est jamais évoqué dans les calculs égyptiens, et donc improbable pour eux. La pyramide de Khéops a été étudiée par de nombreux chercheurs depuis des siècles. Beaucoup d'entre eux ont cherché à trouver l'étalon qui aurait servi à sa construction en mesurant les dimensions de cette dernière. Mais je vous rappelle encore une fois qu'en métrologie, on ne trouve pas un étalon en mesurant les dimensions d'un bâtiment. Bref, voici la liste chronologique que j'ai établie des estimations de la longueur de la coudée royale de l'Ancien Empire. L'un des tout premiers rapports scientifiques est celui de John Greave, professeur d'astronomie à l'université d'Oxford. Il se rend en Égypte en 1637 pour étudier les pyramides. Il a d'ailleurs conclu que ces monuments ont été érigés par Khéops, Képhren et Mykérinos comme tombes pour la sécurité du corps en raison d'une conviction égyptienne ancienne que cela assurerait l'endurance de l'âme. Greaves a entrepris de produire des mesures complètes et détaillées de la pyramide de Khéops avec les meilleurs instruments disponibles à l'époque. Il rencontra d'ailleurs le scientifique italien Tito Livio Burattini, qui cherchait à déterminer la métrologie utilisée pour construire un tel édifice. Les mesures effectuées par Greaves sont en pieds ou en pouces anglais, mesures que j'ai donc converties en unités métriques. Car oui, à cette époque, le mètre n'a pas encore été inventé. John Greaves a calculé et estimé que la Grande Pyramide avait une base d'une longueur d'environ 693 pieds anglais, soit 211,226 mètres. Mais il y a plusieurs références, et je vous rappelle tout de même qu'à cette époque, la base était recouverte de sable et de débris. Alors la prise de mesure devait être particulièrement compliquée. Pour la hauteur perpendiculaire, il donne un peu moins de 500 pieds, soit plus ou moins 152 mètres, maintenant connu pour être à l'origine d'environ 147 mètres et aujourd'hui de plus ou moins 137 mètres. En 1646, Greaves publia ses résultats dans Pyramidographia, et il n'a jamais estimé la valeur de la coudée royale. En 1737, à Londres,
Isaac Newton se servit des travaux de John Greaves pour établir qu'à partir des dimensions de la chambre haute de la Grande Pyramide, on pouvait estimer que la taille de la coudée antique de Memphis, en unité métrique, serait comprise entre 0,5239 512 et 0,52 79 136 mètres. Newton avait besoin de connaître avec précision la circonférence de la Terre pour élaborer sa théorie sur la loi universelle de la gravitation. Or, les seuls chiffres qu'il avait étaient les calculs approximatifs d'Ératosthène. Il pensait aussi pouvoir trouver cela dans les proportions de la Grande Pyramide. Newton a donc imaginé que s'il trouvait la longueur de la coudée égyptienne, cela lui permettrait de trouver la longueur exacte du stade utilisé dans les calculs d'Ératosthène. Je vous rappelle qu'à l'époque de Greaves et Newton, aucune coudée n'avait encore été mise au jour. Bref, Newton pensait aussi que l'unité de mesure employée pour bâtir le temple de Salomon était la coudée des Hébreux, ou coudée sacrée, et serait l'étalon de mesure des anciens Égyptiens, qui aurait une longueur comprise entre 24,9 et 25,02 pouces, soit une mesure comprise entre 60,96 et 63,50 cm. On peut donc calculer le nombre de coudées sacrées qu'il faut pour la base de la Grande Pyramide, ce qui nous donne le nombre de jours dans une année, soit 365,24, ainsi que d'autres rapports douteux. Alors il faut raison garder et éviter les biais de confirmation avec la numérologie, car les mesures recueillies par Newton ne sont pas tout à fait exactes, et tirer des conclusions reste très hasardeux. Ensuite, lors de la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte de juillet 1798 à août 1801, les savants français comme Dominique Vivant-Denon, ou bien encore le colonel Coutel et l'architecte J.M. Lepère, ont entrepris une étude détaillée de l'intérieur de la pyramide de Khéops, tandis que l'ingénieur et artiste Cécile, ainsi que l'arpenteur E.F. Jomard, ont remesuré la superstructure. Pierre-Simon Girard, inspecteur des ponts et chaussées, prit également part à l'étude des monuments d'Égypte, notamment à celle du nilomètre de l'île d'Éléphantine. Il a rigoureusement étudié les 3 rainures gravées sur ce nilomètre, qui nous indiquent que 7 coudées ont été utilisées, comme on peut d'ailleurs le voir sur ce tableau. En additionnant la valeur de ces coudées, puis en divisant le résultat par 7, le nombre de coudées, on obtient précisément une longueur proportionnelle égale à 0,5270 mètres. Il y a tout de même une différence entre une valeur théorique et une valeur réelle, comme par exemple sur un étalon physique. Au début du XIXe siècle, vers 1822, les premiers étalons ont été découverts matériellement, les coudées dites de Drovetti, un scientifique et collectionneur italien. Elles ont été mesurées notamment par l'égyptologue Jomard. Ce dernier en a mesuré 4, et la longueur moyenne des 4, dont certaines en plusieurs morceaux, nous donne une valeur de 523,506 mm. L'Académie de Turin avait chargé en 1824 les professeurs Plana et Bidonnet de mesurer exactement la coudée d'Amenémopé. D'ailleurs, et d'après le rapport des 2 Italiens, les précautions les plus minutieuses ont été prises pour assurer l'exactitude de cette opération ou prise de mesure sur cette coudée en bois, ce qui nous donne une valeur moyenne de 0,52 35 24 63 mètres. En 1824, Jacques-Joseph Champollion-Figeac, qui est le frère aîné de Jean-François, donne une valeur de 52,4 cm en observant des coudées égyptiennes découvertes dans les mines de Memphis. Dans les années 1860, l'éditeur et pyramidologue anglais John Taylor utilisa les conclusions de Newton concernant la coudée sacrée de 0,635 m pour définir une unité de mesure appelée pouce pyramidal, le pouce britannique moderne. Le livre de Taylor, La bataille des standards, publié en 1864, visait la rivalité entre les unités métriques françaises révolutionnaires et les mesures impériales divines de la Grande-Bretagne qu'il faisait remonter à l'ancienne Égypte. Dans son livre Our Inheritance in the Great Pyramid, publié en 1877, Charles Piazzi Smith, un astronome britannique, reprend le travail de Taylor et prétend avoir trouvé l'unité de mesure du maître d'œuvre de la Grande Pyramide, soit une mesure de 0,6356 m, qu'il divise en 25 pouces. Il appellera cette unité le mètre pyramidal. Or, par la plus invraisemblable des coïncidences, ce mètre pyramidal, ou coudée pyramidale, représente exactement la 10 millionième partie du rayon polaire terrestre. Encore une fois, attention au rapport douteux, car tant que l'on n'a pas retrouvé de preuves tangibles de la longueur de la coudée royale, pour la Grande Pyramide, tout le reste n'est que supputation ou spéculation.
William Matthew Flinders Petrie, éminent égyptologue, reprit toutes les mesures réalisées avant lui, notamment celles de Smith, et à l'issue de plusieurs années d'arpentage, il effectua ses propres relevés. Pour la Grande Pyramide, Petrie donne plusieurs valeurs différentes de la coudée, selon les endroits. Cela varie entre 0,5227 et 0,5275 mètres, avec une moyenne à 0,5237 mètres. Il se rend alors bien compte que les liens effectués par Piazzi Smith entre les mesures ne reposent sur rien. Petrie publia le résultat de ses travaux en 1883 dans The Pyramid and Temple of Gizeh. En 1884, Carl Richard Lepsius estime quant à lui la coudée à 52,5 cm dans son livre Les poids et mesures des anciens. Dans une étude de 1906 des nilomètres d'Edfou, datée de Ptolémée XI, Ludwig Borchardt, un égyptologue allemand, a donné les mesures suivantes pour les coudées. En additionnant les résultats et en divisant par le même nombre de coudées, soit 6 coudées au total, on obtient une moyenne de 52,8166 667 cm. Après avoir passé en revue les propositions de Newton, Taylor et Smith, avec par exemple la coudée sacrée de 0,6356 mètres, d'autres chercheurs ont aussi proposé une mesure différente. À la fin des années 1940, René-Adolphe Schwaller de Lubix, chimiste et égyptologue français, spécialiste de la pensée hermétique et de la symbolique de l'Égypte antique, est le premier à proposer dans l'un de ses ouvrages une coudée qui correspondrait à la sixième partie d'un cercle ayant pour diamètre 1 mètre, soit l'approximation de pi 3,1416 en mètres, divisé par 6. Et encore une fois, on se demande pourquoi divisé par 6 et pas par 5 ou par 7. Bref, cela nous donne les fameux 0,5236 mètres. Cette estimation de la mesure de la coudée pharaonique mettrait ainsi en constante relation le système décimal, donc le mètre et les nombres irrationnels, avec la mesure du cercle. Pour confirmer son hypothèse, de Lubix parlait d'une valeur de 0,5236 mètres, spécifiquement trouvée sur le mur sud du passage d'entrée de la tombe de Ramsès IX. Le problème, et comme nous allons le voir après, est qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec une valeur fixe attribuée à l'ensemble des constructions égyptiennes. Ensuite, au début des années 1950, le docteur Charles von Kellet reprend l'idée soufflée par de Lubix en rajoutant notamment des rapports avec le nombre d'or, comme par exemple 0,5236, longueur de la coudée en mètres, plus 2,618, soit le nombre d'or au carré. Cela nous donne 3,1416. Comme on dit, la boucle est bouclée. Mais ce n'est pas tout. Des rapports entre le nombre d'or et la Grande Pyramide montrent également que l'échelle utilisée pour la construction de cette dernière est d'une demi-minute de longitude équatoriale, soit le 1,43 de la circonférence équatoriale de la Terre. Fait étonnant ou magique, c'est aussi le nombre de secondes comprises dans la moitié d'une journée complète de 12 heures, soit 43 200 secondes. Cette idée a notamment été reprise par Edgar Cayce et un certain William Fix, égyptologue américain qui appartient à une génération de scientifiques qui cherchent à ouvrir d'autres voies en intégrant des informations médiumniques. La numérologie, c'est vraiment formidable. Cela me fait penser à l'effet râteau, qui est un biais qui nous fait croire que le hasard répartit bien régulièrement des résultats aléatoires, surtout dans des petits échantillons. Bref, pour finir, dans un article de 1952 paru dans la revue du Caire intitulé « La coudée royale égyptienne », von Kellet nous dit ceci, je cite, « Nous admettons que si on choisit pour la coudée royale une longueur intermédiaire entre les estimations officielles de 0,5235 et 0,5240, on sera à quelques 10 millièmes de la coudée de Khéops. Choisissons 0,5236 mètres. » Le docteur von Kellet a donc choisi arbitrairement une coudée de 0,5236 mètres pour sans doute faciliter à arranger ses calculs avec le mètre, pi et phi. Lors de la publication, l'idée de cette coudée miraculeuse a été contestée et invalidée dès le départ par Jean-Philippe Lauer, qui estime quant à lui une valeur pour la coudée comprise entre 0,5235 et 0,5240 mètres. D'ailleurs, von Kellet déclara un peu plus tard qu'il fallait peut-être regretter qu'aux dernières décisions du Bureau international des poids et mesures, que l'ancien mètre de la Révolution ait été abandonné contre un mètre valant 0,998, ce qui amène une coudée à 0,52349 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une valeur 0,5236, exprimée dans une unité,
le mètre, n'a pas de lien avec l'objet, la coudée, au motif qu'elle a été exprimée avec cette unité. De plus, s'il y a bien un lien entre la coudée et le mètre, ce n'est pas parce qu'on exprime la coudée en mètres. Cela n'a aucun sens, car on peut exprimer la valeur de la coudée avec n'importe quelle autre unité de mesure, yard, pouce, pied, etc. Car toute unité est arbitraire. Tout ça pour dire qu'il existe une fonction. Et la fonction, c'est l'objet en lui-même. La règle, quoi. Pour l'unité, eh bien, on choisit le mètre, ce qui donne une valeur à la coudée dans notre système décimal moderne, bien sûr. Les prêtres architectes utilisaient peut-être la fraction 22/7, ce qui nous donne 3,142857, pour une valeur approchée de pi, beaucoup plus proche finalement que les 8/9. Pour continuer sur les estimations de la valeur de la ou des coudées, l'un des seuls à donner dans les années 90 une valeur de 0,5236 est Jean Kérissel, ingénieur des ponts et chaussées. Une étude publiée en 1991 sur le temple d'Hathor à Dendera par Sylvie Coville nous montre que la moyenne de la coudée est de 53,45 cm. L'erreur moyenne est très faible et l'on peut considérer qu'au-dessus de 54,01 cm et au-dessous de 52,89 cm, il y a une inadéquation. On a aussi, en 1995, l'étude de Jean-François Carlotti sur les unités de mesure utilisées en architecture des temples de Karnak. D'après lui, la valeur métrique de la coudée royale est de 52,5 cm. Elle a été l'objet de nombreuses polémiques par le passé. Mais aujourd'hui, on peut raisonnablement déterminer une fourchette comprise entre 52 et 54 cm sur une période de 3000 ans, avec quelques très rares exceptions. Parmi les données et ou chercheurs plus récents, beaucoup rejoignent l'idée de Petrie pour une coudée variable et pour une approximation d'une valeur comprise entre 0,5233 et 0,5237 mètres pour la Grande Pyramide, comme par exemple John Legon, Cole, Lehner et Dorner. L'architecte français Gilles Dormion nous donne une valeur de 0,5235 mètres, en rapport uniquement avec les proportions de la chambre du roi, pas pour l'ensemble de la pyramide. En 2012, Glendage déduit par les mesures de la Grande Pyramide une coudée variable d'une valeur comprise entre 52,30 et 52,38 cm. Dieter Arnold évoque aussi une coudée variable, mesurant entre 52,3 et 52,9 cm. Pour clôturer ce chapitre, je vous rappelle tout de même que, matériellement parlant, les chercheurs n'ont pas retrouvé de coudée de l'Ancien Empire. Et comme tout le monde aimait son hypothèse, je vais donc moi aussi vous donner ma propre estimation de la coudée royale de cette palme pour la Grande Pyramide. Mais pas en rapport avec les mesures de l'édifice, mais bien avec un élément factuel et non contestable que je vais vous présenter. En 2011, les ingénieurs de l'Université de Leeds, avec l'étroite collaboration de la firme de robotique Scutech et du leader mondial en images virtuelles 3D Dassault Systèmes, ont mis au point le robot Jedi pour explorer le conduit sud de la chambre médiane de la Grande Pyramide, auxquelles sont liées d'importantes questions techniques. Il a pu notamment photographier des graffitis peints en ocre rouge dans le conduit. Ce sont des marques de carrier, qui sont étudiées depuis quelques années. Ces signes numériques hiératiques se lisent de droite à gauche et signifient 100, 20 et 1. Les constructeurs ont simplement enregistré la longueur totale du dit conduit, soit 121 coudées pour être précis, ce qui correspond à approximativement 63,6 mètres. Cela nous donne une estimation pour la valeur de la coudée royale égyptienne pour la construction de Khéops d'environ 0,52561983 mètres. Alors j'en entends déjà certains qui vont me dire que ce résultat ne fonctionne pas pour la chambre haute. Mais comme le pensait Petrie, les bâtisseurs utilisaient plusieurs coudées tout au long de la construction. Et selon certains chercheurs, des multiples de 7, 9 et 11 coudées apparaissent fréquemment dans la conception de la Grande Pyramide. Conclusion, le contexte doit toujours être pris en compte, car l'Égypte n'a donc pas connu une, mais plusieurs valeurs de la coudée, en fonction de l'époque, du lieu, de l'architecte et même du bâtiment. Rappelez-vous aussi qu'une moyenne n'est valable que si elle est pondérée. Et comme l'explique Jean-Pierre Adam, on a trouvé un grand nombre de coudées, c'est-à-dire l'instrument de mesure lui-même. Or, les valeurs de ces coudées varient d'une manière assez considérable. Elles vont de 52 à 53 cm. Partir de ces coudées variables pour en tirer des conclusions sur des chiffres irrationnels me paraît très aventureux.
Alors, la métrologie, c'est une branche des mathématiques appliquées qui étudie les mesures. La métrologie contemporaine, c'est donc étudier les mesures, par exemple, pour en garantir la précision. La métrologie historique, c'est donc l'étude des mesures anciennes. L'objet, c'est l'étude de ces mesures, utilisées dans des sociétés du passé, pour mesurer des objets, des structures, des poids, en économie, en droit, pour un grand nombre d'usages. Comme pour le reste des sciences historiques, hein, l'étude de la métrologie historique se fonde sur les sources et sur leurs critiques. Les sources, hein, ce sont d'une part les étalons découverts en fouille, soit laissés sur un chantier, soit retrouvés dans une tombe d'un maître d'œuvre, conservés comme référence par une autorité. On a un exemple en Égypte avec la coudée de Maya, hein, découverte en fouille, ou le pied drusien, découvert également dans la région de Mâcon et utilisé dans la Gaule romaine. Alors, si les étalons sont une partie des sources, l'autre partie des sources, ce sont les textes qui parlent évidemment de mesures, hein. Ceux qui, par exemple, définissent les rapports entre des étalons, notamment ces textes qui viennent du pouvoir. Par exemple, on a l'édit de Dioclétien qui fixe les poids et les mesures dans l'Empire et établit quelques correspondances entre ces dernières. La dernière partie des sources que l'on a en métrologie historique, ce sont les mesures des bâtiments. Ces dernières permettent d'avoir une idée du module employé, mais on n'a pas une très grande précision en revanche pour l'étalon employé. Par exemple, on a le cas pour le trésor du Parthénon à Athènes, hein, ou surtout les temples de Karnak, qui ont été longuement étudiés par Jean-François Carlotti, et ce dernier a montré effectivement qu'il y avait des modules qui étaient employés, qui revenaient régulièrement. À la différence de la plupart des pseudo-archéologues qui ont une fixette sur les chiffres et créent des relations entre les mesures, pensant ainsi décoder des secrets cachés par les anciens, les spécialistes de métrologie historique cherchent avant tout à construire des connaissances et des outils pour comprendre les sociétés du passé. Ainsi, l'intérêt de connaître les mesures égyptiennes et leur stabilité, c'est essentiellement de montrer que l'État égyptien a réussi à maintenir un système de mesures stable malgré tous les changements politiques, les invasions, les transformations sociales, les transformations religieuses. Quand on étudie la géométrie de la Grande Pyramide, il est délicat de faire la distinction entre les intentions des constructeurs et les propriétés qui découlent des proportions de l'édifice. On mentionne souvent le chiffre pi et le nombre d'or phi, présents dans les proportions de la Grande Pyramide de Khéops. Mais en fait, ce ne sont que des nombres. La vraie question est plutôt de savoir si les anciens Égyptiens avaient besoin de connaître pi, phi ou bien encore le mètre pour construire une pyramide. Tout d'abord, pour déterminer les bonnes proportions de la Grande Pyramide, les prêtres architectes ont compris qu'ils n'avaient besoin que de deux mesures. Une première horizontale de 11 unités et une deuxième verticale de 14 unités. En rejoignant les deux, ils obtenaient un angle de 51,84 degrés par rapport à l'horizontale. Dans notre système moderne, à 360 degrés bien sûr. Car évidemment, les anciens Égyptiens n'utilisaient pas les degrés, car cela n'avait aucun sens pour eux. Flinders Petrie calcula et détermina l'angle de pente à 51 degrés, 50 minutes, 34 secondes. La hauteur de la pyramide est exactement le rayon d'un cercle ayant le périmètre pour longueur. La hauteur de 280 coudées est donc définie en rapport avec les dimensions de la base, soit 440 coudées. Ensuite, pour définir les pentes des côtés et pour maintenir un angle constant d'un peu moins de 52 degrés, l'exemple le plus cité est peut-être le problème 56 du papyrus mathématique Rind. Le système de calcul du séquette qui est décrit nous donne une explication qui équivaut pour les proportions de la Grande Pyramide à un séquette de 5 palmes plus un demi-palme, ou 2 doigts. Résultat qui correspond au rapport de pente 14-11. Pour construire une pyramide d'un point de vue mathématique, il faut contrôler l'inclinaison de ses faces. Si la carrière fournit des blocs d'une coudée de hauteur, eh bien il faut reculer le deuxième niveau de 5 palmes et 2 doigts, sur les 4 faces. On appelle cela le séquette. Si la carrière nous fournit des blocs de 2 coudées de hauteur pour une rangée, on recule alors de 11 palmes, etc. C'est un système de proportion ou règle de 3. Ainsi, on obtient une élévation régulière par rapport au niveau inférieur. C'est aussi simple que ça. Si on considère le rapport entre la hauteur d'une assise et sa largeur, le parement étant parallèle à la ligne joignant les sommets des assises, la valeur de la pente finale des faces est donc bien de 14-11. Cette pente aurait probablement été appliquée avec précision pendant la construction, au moyen d'outils en bois en forme de cadre, avec des fils à plomb marqués à la bonne pente, afin que ces dernières puissent être mesurées et vérifiées efficacement. Je vous rappelle au passage qu'au moins 4 pyramides possèdent le même séquette que Khéops. On a les 3 pyramides subsidiaires du plateau de Gizeh et Meidum.
S'il faut y voir une volonté délibérée d'utiliser des chiffres irrationnels pour la construction, le mérite en reviendrait à l'architecte qui utilisa pour la première fois cette pente. En général, le séquet d'une pyramide est une sorte de fraction, donnée comme autant de palmes horizontales pour chaque coudée verticale. Le mot égyptien séqued est donc lié dans le sens, pas dans l'origine, à notre mot moderne gradient. Selon l'égyptologue David Yan Lightbody, les séqueds étaient en effet utilisés pour mettre en place sur site des blocs pour former une pyramide. Mais il était faux d'en déduire que c'était le choix du séqued qui définissait la pente au stade de la conception. En fait, si les preuves textuelles sont référencées plus fidèlement, il est clair que pour les pyramides, le gradient séqued était en fait défini par le choix initial du rapport base-hauteur, et non l'inverse. Les exemples du papyrus Rhind montrent clairement que la méthode habituelle consistait à choisir les multiples entiers souhaités pour la base et la hauteur, puis à en déduire le séqued nécessaire pour le reproduire sur place. La théorie du séqued, lorsqu'elle était présentée comme une alternative, n'incluait pas la preuve des papyrus que le séqued était normalement dérivé des dimensions et proportions de base et de hauteur souhaitées. Les séqueds étaient bien utilisés, mais étaient le produit des proportions et non l'inverse. Concernant les calculs impossibles, je vais tout d'abord vous rappeler que la pyramide de Khéops avait une hauteur à l'origine de 280 coudées, soit plus ou moins 146,58 mètres, pour une coudée à 0,5235 mètres, et 440 coudées pour les côtés. En 2015, Glendash a pris les mesures en mètres de la grande pyramide. Il a relevé des valeurs mini et maxi, ce qui nous donne une moyenne. Dans le tableau 1, on a les longueurs des côtés de la base, et dans le tableau 2, on a les longueurs des côtés de la plateforme. Je vous rappelle aussi que l'aire des faces de la pyramide, si l'on néglige le phénomène d'apothème, est égal à 78 400 coudées carrés. L'aire de la base vaut 440 coudées au carré, soit 193 600 coudées carrés. Alors, maintenant que l'on a ces données, on peut commencer à regarder si dans la réalité, les calculs impossibles fonctionnent. Si on prend la totalité des surfaces visibles, c'est-à-dire les 4 faces, divisé par la surface invisible, la base, cela nous donne le nombre d'or. Eh bien, vérifions ensemble. On va commencer par calculer en coudées avec une valeur de 0,5235 mètres. Cela nous donne R des 4 faces divisé par l'aire de la base égale 1,619,83,47, etc. On fait le même calcul en mètres pour une coudée de 0,5235 mètres. Et cela nous donne 1,619,83,47, etc. Pour une coudée à 0,5236 mètres, le résultat est le même, et on ne trouve pas le nombre d'or. Mais ce qui est intéressant, c'est que les trois résultats sont identiques. Ensuite, si on prend le demi-périmètre, soit 440 coudées multiplié par 2, égale 880 coudées, divisé par la hauteur totale que l'on calcule en partant du plancher de la chambre basse jusqu'au sommet de la pyramide, on obtiendrait alors le nombre d'or au carré, ou 2,618. Eh bien en fait, peu importe la source des mesures pour la hauteur du plancher de la chambre basse, jusqu'à la base de la pyramide. Pour Dormion, on est à 29,32 mètres, et pour les nerfs, à 29,87 mètres. Ensuite, de la base jusqu'au sommet, on prend la hauteur communément admise, qui est de 146,58 mètres, toujours pour une coudée à 0,5235 mètres. Résultat, aucun de ces calculs n'est égal à phi carré, ou 2,618, mais se rapproche plutôt de 2,619,225 pour Dormion et 2,6095 pour les nerfs. Si on additionne la hauteur en mètres, soit 146,58, par la demi-base, soit 115,1815, moyenne des 4 côtés divisée par 2 donnée par Glendash, eh bien ce résultat nous donne 261,7895 mètres, qui est une approximation de 100 fois phi carré. Si on pousse la virgule, cela nous donne 2,617895, soit une approximation du nombre d'or au carré. Et si on calcule en coudées, eh bien cela ne donne aucun rapport avec les nombres irrationnels, pas plus qu'avec le mètre. En revanche, on peut trouver le nombre d'or en divisant en coudées l'apothème, soit 356 coudées, par la demi-base, soit 220 coudées, ce qui nous donne 1,618. Allez, un dernier pour la route. John Taylor calcula que le demi-périmètre, 880 coudées, divisé par la hauteur visible, 280 coudées, on obtient la valeur approchée de pi, soit 3,14, 28, 57, 14, qui correspond en fait à la fraction 22 septième.
Alors, ça marche pour trouver une approximation à 22/7 avec des mesures en coudées, mais à l'inverse, en mètres, avec les mesures récentes, ça ne fonctionne plus. Je vous épargne l'énumération des calculs, mais aucun des résultats n'est égal à pi, mais une approximation qui se rapproche plutôt de 3,14315. Concernant la chambre haute, qui a la particularité d'être en granit, un matériau qui ne bouge pas dans le temps, la coudée royale qui aurait servi à sa conception a été estimée par J. Dorner à 52,35 cm, chiffre qui nous servira de base pour nos calculs. L'architecte français Gilles Dormion, dans son livre La chambre de Khéops, nous donne les mesures suivantes, mais il me semble bien que c'est une moyenne. 5,23 m dans le sens nord-sud, ou 10 coudées, et 10,47 m dans le sens est-ouest, ou 20 coudées, pour une hauteur de 5,84 m, soit 11,15 coudées. Ce chiffre n'est pas un nombre entier, comme par exemple 10 coudées royales. En effet, d'après Jean-Philippe Lauer, l'architecte a dû se baser non pas sur la hauteur, mais sur la diagonale de la plus petite paroi latérale, qui équivaut à 15 coudées, soit 7,86 m, et la diagonale à travers toute la pièce, soit 25 coudées, ou 13,1 m. Ainsi, on tombe sur un nombre entier de coudées. Si on calcule le périmètre de la chambre du roi, qui est un double carré, on obtient 31,41 m. Ce sont les 4 premiers chiffres du nombre pi. Certains voient en cette chambre des correspondances mathématiques incroyables, comme un message sacré. Les anciens Égyptiens ne connaissaient pas la théorie expliquant le théorème de Pythagore, mais ils savaient par expérience qu'ils pouvaient former des angles droits en utilisant un triplet dit primitif, comme par exemple le triangle 3-4-5. On peut aussi s'interroger sur l'implantation de la chambre du roi. Le sol se trouve à 43 mètres. On peut se demander ce qui a déterminé cette altitude, qui ne correspond pas à un multiple simple type dizaine de coudées, soit 82,14 coudées. Plusieurs paramètres ont sans doute joué un rôle. Ensuite, le plafond se situe à 48,84 m, soit quasiment au tiers de la hauteur de la pyramide, à 2 cm près. Or, le tiers de la hauteur d'un triangle isocèle est particulièrement caractéristique. Il correspond au point de concours des médianes et au centre de gravité. Bon, je vais m'arrêter là avec les calculs impossibles, car en fait, on peut partir du principe que les anciens Égyptiens ont exploré ou se sont approchés de pi et de phi sans le savoir, en créant des proportions et formes harmonieuses en rapport avec les fractions de la coudée royale. Cela afin de tout simplement retomber sur des approximations de ces fameux nombres irrationnels. Petrie a aussi écrit, je cite, « Ces relations de surface et de rapports circulaires sont si systématiques que nous devrions admettre qu'elles étaient dans la conception du constructeur. » Donc, tirer des conclusions sur les proportions de la Grande Pyramide et de la Chambre haute en mètres, et trouver des relations mathématiques avec la coudée de 0,5236, coudée précise au dixième de millimètre pour construire un tel bâtiment, ainsi que des rapports avec les nombres comme pi ou phi, n'a aucun sens. Cela est fait pour arranger les calculs, et pour prouver que les anciens Égyptiens, par exemple, connaissaient la circonférence de la Terre, ce qui est loin d'être prouvé. Car en effet, approximation et ressemblance ne veut pas dire exact. Et bien voilà pour cet épisode hors série. J'espère que cela vous a plu. Je tenais à remercier plus particulièrement Alexis Sédou, Franck Monnier, Maël Mora, Christian Descamps du site internet Dédé Champeau et aussi Luis Castano Sanchez pour l'aide qu'ils m'ont apportée, ainsi que vous tous. J'apprécie vraiment votre soutien et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, cela m'encourage beaucoup, ainsi que de me laisser un commentaire. Ça aide énormément pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour la suite, où on continuera la chronologie avec notamment Djedefre et sa pyramide, ainsi qu'un autre épisode hors série sur le phénomène d'Apothème.